Bien, écoutez, merci d'être aussi nombreux pour cette session de conférence invitée. Alors, je vois qu'il y a toujours autant de brouhaha, c'est toujours pareil. On va en fait enchaîner les deux présentations. La première présentation sera faite par Florence Abetz, que je remercie, ici présente. On enchaînera tout de suite avec François Actil, toujours sur la même thématique. Et ensuite, seulement, nous aurons la session de questions. Donc, je cède tout de suite la parole à Florence. Bienvenue, merci d'intervenir. Et puis... Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu changement climatique, les impacts sur les eaux souterraines et un petit peu comment s'adapter au choc hydrologique. Ça, c'est un titre que m'a inspiré, n'est-ce pas, Alain? Donc, je vais commencer par cette figure qui présente une tendance de l'évolution des stocks en eau souterraine qui est issue d'une publication assez récente. C'est une estimation qui a été réalisée avec de la gravimétrie embarquée sur satellite, donc c'est GRACE, et c'est une tendance des évolutions des eaux souterraines depuis 2003, entre 2003 et 2020. Alors, pour ceux qui connaissent GRACE, vous allez trouver qu'il y a une super résolution spatiale. Effectivement, c'est assez étonnant. Je ne sais pas très bien à quel point tous les points sont fiables, mais surtout ce que l'on voit finalement, plus que la résolution, ça va être les couleurs. Donc en gros, quand c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup moins d'eau, enfin une tendance à la diminution de l'eau sur ces régions, et quand c'est en bleu, c'est plutôt une augmentation. Et donc vous voyez en gros que toute l'Europe est marquée par une diminution, une tendance à la baisse des eaux souterraines. Alors vous allez peut-être dire, oui, c'est peut-être bizarre, moi je ne vois pas ça sur mon réseau d'observation, mais il faut bien se rendre compte que la gravimétrie permet d'avoir une observation qui inclut les différentes couches aquifères et puis une vision spatialisée. Donc c'est une observation voilà, qui est quand même hyper intéressante. Est-ce qu'elle est vraiment très robuste? Voilà, je ne suis pas sûre, mais en tout cas la tendance n'est pas tout à fait réjouissante. Si on continue, donc on peut regarder d'autres types d'observations. Alors là, pour le coup, beaucoup plus ponctuelles. Là, je vais vous montrer une chronique de lisimétrie, donc qui permet de regarder l'évolution de la recharge de la nappe. C'est sur un site qui a une chronique assez ancienne, qui a été mis en place par l'INRAE du côté de Laon, et qui, à la base, était fait essentiellement pour observer l'extivation de l'azote. Ce sont des colonnes de sol qui sont isolées, et pour lequel on peut collecter le drainage à la base du sol à 2 mètres. Et donc, en fait, c'est vraiment un bon proxy de la recharge des nappes. Donc, ce travail, il avait été fait par l'INRAE, notamment Nicolas Baudouin et son équipe. Et nous, on a regardé, dans le cadre de la thèse d'Antoine Sobaga, comment ça change d'un point de vue quantitatif. Et là, je vous montre les chroniques de température, précipitation et d'écoulement de recharge depuis 1973 jusqu'à 2022. Et ce que vous voyez, c'est que malgré qu'il n'y ait pas de tendance très marquée sur l'évolution des pluies, donc une très légère hausse en fait des pluies sur la région, eh bien, on a une tendance à la baisse de la recharge des nappes très marquée, qui est clairement associée à une augmentation de l'évaporation. Voilà. Et si on fait un petit focus sur l'année 2022, qui a quand même été assez singulière, en fait, 2022, c'est pas tout à fait l'année la moins pluvieuse. Par contre, c'est l'année où la recharge est la plus basse. Donc là, vous voyez qu'il y a un point en dessous, mais en fait, il y a un problème de mesure cette année-là. Donc on a aussi en 2022 une recharge la plus faible observée depuis 1973. Alors que voilà, on est dans le nord de la France. Donc il y a quand même une tendance assez marquante. Et donc si on revient sur la sécheresse de l'année dernière, 2022, vous avez ici les arrêtés sécheresse pro-pluvia pour ce qui concerne les eaux souterraines. Alors, c'est peut-être pas complet, etc. Mais en tout cas, ça donne une idée. En rouge, ce sont les zones où il y avait une situation de crise. En orange, alerte renforcée. En jaune, orange. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Donc, on voit que quand même, pour les aquifères, c'était moins marqué que pour la surface. C'est en partie parce qu'il n'y a peut-être pas des aquifères partout, mais c'est quand même aussi parce que c'est quand même moins étendu que ce qu'il y a eu en surface. Alors, je vais vous montrer une comparaison par rapport à un historique, mais pour ça, comme on a fait la comparaison sur un domaine un peu particulier, je vais qui est lié à une modélisation, je vais vous présenter ce modèle d'abord. Donc, il s'agit de la plateforme AQFR, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un modèle, enfin, c'est pas un modèle, c'est une plateforme de modélisation
qui est un projet collaboratif donc qui regroupe des collègues du BRGM, de Mines ParisTech, du CNRS, de Météo France en particulier, et qui est financé par l'OFB. Essentiellement, on a assemblé différentes modélisations maillées des aquifères, issus de modèles notamment Marthe, Odyssée et Eros pour les karstes. Donc sur ce domaine qui est ici présenté, donc actuellement on est loin de couvrir l'ensemble de la France, et donc on a des modélisations multicouches. Le modèle qu'on a, c'est un modèle un petit peu singulier parce que contrairement au modèle d'origine, on ne simule pas la recharge avec une approche pluie TP, mais par un modèle qu'on appelle un schéma de surface qui résout les bilans d'eau et d'énergie, et qui nous permet du coup d'intégrer effectivement les rayonnements, les humidités, etc. Et donc d'être sans doute plus transposable dans un climat futur. Donc je passe un petit peu, mais en tout cas, on a pu comparer l'extension des sécheresses sur le domaine aquifère avec les observations. Ah oui, et je dis ce modèle, en fait, il a été construit déjà pour un peu valoriser les modélisations distribuées, mais aussi on l'utilise pour faire des analyses du passé, donc depuis 1952, pour faire des prévisions saisonnières et des projections climatiques. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est à la fois la prévision, l'anticipation à 6 mois de la sécheresse sur le domaine aquifère qu'on a pu faire en comparaison des cartes Propluvia, et l'analyse sur le passé. Donc la carte Propluvia est en fait, avec 6 mois d'avance, voici la carte qu'on avait prévue pour les zones en sécheresse avec aquifère. Donc bon, c'est pas tout à fait, voilà, encore une fois, c'est pas toute la France. On retrouve quand même les zones les plus marquées par les sécheresses avec ce type d'anticipation. Donc finalement, c'était quand même assez comparable, on va dire. Et si on regarde de façon plus détaillée la chronologie des extensions des sécheresses des nappes, donc pour le coup, là, on regarde pour les différents piézomètres, non pas un indice standardisé de piézométrie, parce que vous connaissez peut-être cet indice-là, mais il nécessite d'avoir une chronique assez longue pour chaque piézomètre, et ce n'est pas forcément disponible. Donc finalement, on regarde un décile de niveau piézométrique. Vous avez en bleu le niveau issu du modèle, et en rouge celui des observations, avec en grisé le nombre de piézomètres qui sont utilisés pour faire cette analyse, donc sur ce domaine aquifère. Vous voyez que le nombre de piézomètres varie énormément au cours du temps, et que malheureusement il est en diminution depuis les années 2000. Voilà. Et malgré tout, donc, ce qu'on voit, c'est l'évolution des piézomètres qui sont donc en situation de sécheresse, donc en dessous du décile. On voit que finalement l'extension 2022 est bien inférieure à celle qui avait été connue dans les années 2011, 2005 et surtout 1972-73. Donc finalement, pour l'état des nappes, on est loin d'être sur l'année la pire, 2022, alors qu'en surface, ça a été vraiment une année très critique. Donc on peut bien sûr imaginer que la situation aurait pu être pire. Et donc la question qu'on peut se demander, c'est voilà, comment ça va pouvoir évoluer dans le futur. Donc voilà. Donc ici, encore une fois, on n'est que dans la moitié nord. C'est possible que si on avait tout le domaine, on n'aurait pas complètement la même vision, mais malgré tout, dans la moitié nord, la sécheresse n'est pas la pire. Donc comment cela pourrait évoluer dans le contexte du changement climatique ? Donc, vous le savez, hein, le réchauffement climatique est vraiment... le dérèglement climatique, le changement climatique a des impacts qui ont tendance à s'intensifier, et à moins d'une réduction immédiate et rapide à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera vraiment difficile de limiter le réchauffement à 1,5 degré global. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre des dernières décennies. Le chemin que l'on prend actuellement, en gros, pour atteindre les 1,5 degrés, il faudrait suivre cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, c'est une grosse rupture. En gros, on pense que ce n'est pas possible et qu'on atteindra ce seuil dans les 20 prochaines années. Et la trajectoire à 2 degrés, qui est également une sacrée rupture, qui implique d'atteindre le net zéro émission de carbone d'ici 2050. Voilà, donc on est quand même sur des enjeux là quand même extrêmement importants pour limiter les impacts le changement climatique. Donc comment finalement ce changement climatique impacte la ressource en eau ? Donc je vais juste donner les 3 gros éléments qui l'impactent. Le premier, c'est un changement de la circulation atmosphérique, hein, la circulation dynamique. Donc notamment pour nous, ce qui nous concerne, c'est la position du jet stream qui va faire en sorte que les dépressions vont passer plus ou moins au nord ou au sud de l'Europe. Il
Il y a bien sûr d'autres composantes. Il y a donc effectivement le fait que un air plus chaud doit contenir plus d'humidité, plus de vapeur d'eau. Et donc, cette vapeur d'eau étant présente, on peut avoir des événements de pluie plus intenses. Mais en parallèle, on n'arrive pas à atteindre un équilibre entre la température et la vapeur d'eau. Et du coup, on a une augmentation de la demande évaporative qui elle-même conduit à avoir plus de sécheresse. Donc, tout ça, c'est un facteur aggravant. Et le GIEC le résume en disant que finalement, le cycle d'eau est très modifié, hein, donc par le changement climatique. Ça atteint l'atmosphère, l'océan, les régions glaciaires, les terres. Et qu'en gros, on va avoir une intensification des précipitations et une intensification des saisons sèches et des sécheresses. Donc, comment ça se traduit ça à l'échelle de notre France métropolitaine? Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du projet Explore 2, Explore 2070, qui a déjà quelques années, et peut-être du projet Explore 2 ou de DRIAS, qui sont des projections climatiques pour DRIAS, et Explore 2, un projet qui est finalement la mise à jour de Explore 2070. Donc je vais un petit peu expliquer les principales différences. Donc Explore 2070 utilisait des modèles de climat, les sorties de modèles de climat globaux, donc qui intègrent toute la planète, et des projections qui dataient, je crois, du 3e rapport du GIEC, donc qui étaient assez vieilles. Et aujourd'hui, on passe avec DRIAS et avec Explore 2 à des modèles de climat régionaux, donc RCM pour leur petit nom, qui ont l'avantage de ne couvrir qu'une partie finalement du domaine et qui permettent du coup d'améliorer la résolution spatiale. Et par exemple, vous voyez ici la topographie, en Europe ici, et donc ici la topographie de l'Europe vue par un GCM. On voit par exemple que les Alpes sont quasiment inexistantes à l'échelle du modèle de climat global. Elles sont bien définies dans le modèle de climat régional. Les Pyrénées existent enfin, alors qu'elles n'existaient pas. Et par exemple, la Bretagne aussi redevient un continent quand on passe à l'échelle du modèle de climat régionaux. Donc ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir gagner en information puisqu'on va avoir les effets topographiques et les effets interaction terre-mer. Et donc, c'est plutôt vers ça que l'on tend, d'aller vers les modèles de climat régionaux. Cependant, vous allez voir qu'il y a quand même quelques soucis. Donc, à chaque fois, bien sûr, on n'utilise pas un seul modèle, mais on utilise plusieurs modèles, hein, donc un ensemble. Donc, même souvent, c'est un modèle de climat qui fait un ensemble, etc. Bon, je passe. Et là, je vais vous montrer un petit peu les évolutions qu'on a eues au niveau des modèles des projections climatiques issues des modèles de climat régionaux et globaux. Alors, je vais commencer au milieu par le précédent exercice du GIEC, dont le petit nom sera CEMIP 5 pour le 5e, finalement, rapport du GIEC, donc qui est issu de modèles de climat globaux. Ici, vous avez le tout dernier, le 6e. Donc, on a déjà entendu dire hier qu'il était plus chaud. Et ici, les modèles de climat régionaux qui datent en fait de la génération de CEMIP 5, donc de 2014, et qui sont forcés par les modèles de climat globaux de 2014. Donc, ce que vous avez ici comme carte, c'est une évolution des précipitations à l'échelle donc plus ou moins de l'Europe. C'est des figures qui sont issues de l'atlas du GIEC. Et vous avez donc en vert plutôt une augmentation des précipitations, en rouge une diminution des précipitations. Et donc ce qu'on retrouve, vous le connaissez, c'est le fameux dipôle, un sud de l'Europe qui s'assèche, un nord de l'Europe qui s'humidifie. Donc là-dessus, tous les modèles sont d'accord. Par contre, vous voyez, en hachuré, c'est des zones où il y a des incertitudes sur le signe du changement. On ne sait pas si les pluies vont augmenter ou diminuer. Or, vous voyez que cette zone d'incertitude, elle n'est pas du tout au même endroit selon les projections climatiques. Et en gros, CEMIP 5 comme CEMIP 6, les modèles de climat globaux mettaient une limite en gros au nord de la Loire, alors que les modèles de climat régionaux les mettent, disons, au-dessus du niveau de Bordeaux. Donc ça fait quand même une différence importante. La zone d'incertitude n'est pas du tout la même. En gros, avec les modèles de climat régionaux, nous sommes complètement dans une zone d'incertitude. Alors, ce n'est pas le seul changement. Ce n'est pas le seul changement parce que donc là, c'est les pluies, mais il y a aussi les précipitations. Et là, ce que je vous montre, c'est une évolution. Donc, c'est un schéma qui montre ici l'évolution des précipitations en pourcent, l'évolution de la température en degrés. Chaque point, c'est un modèle de climat. Les couleurs, c'est plutôt, quand c'est foncé, c'est plutôt le proche futur, le futur moyen et le futur lointain en rouge. Et ce que, en fait, ça montre simplement, c'est que
le dernier rapport du GIEC est plus chaud que le précédent, mais que lors du précédent rapport du GIEC, finalement, les modèles de climat régionaux étaient plus froids que les modèles globaux. Donc, en gros, en utilisant des modèles globaux, on a moins de certitude sur l'évolution du signe des précipitations, et en plus, on est moins chaud. Donc, en gros, vous comprenez que les impacts sur l'hydrologie ne seront pas du tout les mêmes. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme c'est des modèles de climat régionaux qui datent de 2014, on a de plus en plus de retours sur l'évaluation de ces modèles, et on a eu des évidences de biais associés à ces modèles de climat régionaux. Donc ici, par exemple, c'est l'évolution des pluies en été issues des modèles de climat régionaux, issues des modèles de climat globaux. La différence entre les deux, vous voyez que clairement, les modèles de climat régionaux sont nettement plus pluvieux, y compris en été. Et les incertitudes associées, enfin, on a finalement compris à quoi c'était dû. Donc c'est dû en particulier à des problèmes sur les rayonnements, c'est dû à des problèmes sur parfois le CO2, et aussi à des contraintes sur la physique, la compatibilité physique entre le GCM et le RCM. Donc tout ça pour dire qu'il faut être un petit peu prudent aujourd'hui quand on utilise ces modèles de climat régionaux. Et si vous avez utilisé DRIAS, je vous invite à recontacter les collègues de la météo pour potentiellement recontacter et rechoisir les binômes modèles de climat globaux, modèles de climat régionaux que vous pourriez utiliser, parce que sinon vous allez avoir des biais quand même importants. Voilà, donc prudence. Voilà, donc du coup, moi je vais vous montrer des résultats qui datent essentiellement de CEMIPS 5 toujours, donc le précédent rapport du GIEC, mais à l'échelle globale. Pourquoi on n'utilise pas directement CEMIPS 6 ? C'est parce que nous, on arrive tout au bout de la ligne, en fait. Les modèles de climat, ils ont fonctionné, mais pour qu'on arrive à les utiliser en hydrologie, il faut qu'il y ait tout un processus de correction de biais, etc., qui prend du temps, et on n'a toujours pas les projections régionalisées issues de CEMIPS 6, enfin, du dernier rapport du GIEC. Donc pour l'instant, je vais vous montrer quelques petits résultats de CEMIPS 5. Donc, concernant les eaux souterraines, les résultats qu'on avait eus, donc toujours avec AQIFR, donc toujours uniquement sur le nord de la France, avec les projections RCP 8.5, donc qui sont les plus émettrices, en moyenne sur 14 modèles de climat, sur l'ensemble du domaine AQIFR, ça donnait un truc comme ça. Donc en gros, au début, en temps présent, enfin là c'est le passé, en gros le présent et là le futur, on n'était pas loin d'un niveau proche de la normale, donc niveau moyen, vous connaissez, c'est l'indice piézométrique standardisé. Quand on est en dessous du rouge, on est sur une décennale sèche. Quand on est au-dessus du bleu, on est dans la décennale humide. En gros, ce que vous voyez, c'est que la moyenne multimodèle ou la médiane, elle montrait qu'on allait vers un assèchement de la nappe assez marqué, enfin des nappes assez marquées. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce scénario ne se produira pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il s'agit d'une médiane ou d'une moyenne multiannuelle, et que du coup, en fait, ça lisse énormément les variabilités. Donc, si vous voulez vous pointer ce fait, en fait, ici, c'est un ensemble de modèles qui ont donné ce résultat agrégé. Et donc, il y a des scénarios qui sont très pessimistes, comme celui-là, où on a vraiment un effondrement de la ressource en eau souterraine qui est tout le temps en dessous de la décennale sèche. Mais on en a aussi d'autres où on est ponctuellement en dessous de la décennale sèche et puis on remonte. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un monde de modèles dans ces médianes. Et donc, surtout, voilà, il y a des variabilités très nettes. Même pour ces modèles-là, il y a des variabilités. Ce qu'on ne retrouve pas trop dans les médianes, donc toujours aussi une prudence sur le fait que quand on regarde des projections, on vous dit il ne faut pas regarder un seul modèle parce que voilà, ça ne représente pas le bon signal, mais quand on regarde aussi une médiane ou une moyenne, ce n'est pas non plus le vrai signal. Donc voilà, juste un petit peu de prudence sur ces variabilités qui vont persister dans le futur, même si on va vers un monde plus sec. Donc en termes par exemple d'extension des sécheresses en nappe, on a regardé ça donc toujours avec notre modèle AQIFR, ce que ça pouvait donner, toujours en moyenne, donc en intégrant 14 modèles de climat. Et en fait, là, c'est la durée des sécheresses en nappe. Donc, quand on est en dessous de la décennale sèche, on avait, en gros, on passait de 10 à 30% de temps en sécheresse en moyenne, avec des zones où ici, vous voyez, quand on est en rouge, on est quasiment à 100% du temps en sécheresse. Les zones que vous voyez, c'est des jolis cercles comme ça. Et en fait, c'est souvent associé à des prélèvements qui sont trop importants. On a gardé les prélèvements à l'actuel, en fait, au niveau actuel dans la projection. Et en fait, les prélèvements sont trop importants par rapport à la ressource qu'il y a. Et donc, du coup, on assèche complètement nos nappes. Donc, dans nos projections qu'on a pu réaliser CEMIPS 5 avec AQIFR, on voit une augmentation des sécheresses et une espèce
incompatibilité entre les prélèvements actuels et la ressource en eau fundir. Donc ça, c'est du CEMIP 5. Maintenant, si on regarde une autre projection climatique qui a été faite avec un autre modèle, donc une étude assez récente de Verne, Caballero, Lanini, donc il y a un des co-auteurs dans la salle, qui a utilisé une version de Marthe monocouche et qui a utilisé 4 modèles de climat issus de DRIAS. Vous voyez que ici, c'est le pourcentage de temps en dessous de la décennale sèche, ou le pourcentage de points, je crois. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en rouge, donc c'est une augmentation, en bleu, c'est une diminution. Vous voyez que la zone qui est impactée par une augmentation de la sécheresse, elle est vraiment limitée au sud de la France, et que dans le nord, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, encore une fois, on a toujours cette très grosse incertitude liée aux projections climatiques, voilà, donc à interpréter avec précaution. Donc le constat, c'est qu'on a de nombreux signaux, notamment dans les observations, qui montrent que voilà, la situation est déjà peut-être difficile et risque de se dégrader. Et on a des signaux climatiques qui sont globalement convergents, hein, mais qui dans le détail peuvent être très dispersés. Donc ça ne va pas être facile comme ça de faire des trajectoires, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on peut anticiper? Bon, bah, pour faire cette trajectoire, ça ne va pas beaucoup aider, mais quand même, les prévisions saisonnières sont un des éléments qui peuvent aider, en tout cas, à anticiper sur le court terme. Alors ici, il s'agit de vraies prévisions saisonnières, c'est-à-dire des prévisions qui sont réalisées avec des modèles de climat qui sont contraints en conditions initiales par les observations, et donc qui réalisent une simulation sur 6 mois. Et les éléments de prévision, de prévisibilité qu'il y a dans ces modèles de prévision saisonnière, donc c'est à peu près les mêmes que ceux qui sont utilisés dans le mode climat. La source de prévisibilité, c'est la température des océans, l'extension des glaces de mer. Donc vous avez peut-être entendu que cette année, vraiment, l'extension des glaces est extrêmement réduite. Et l'extension du manteau neigeux. Donc c'est ça qui va permettre en fait, d'avoir des éléments qui vont permettre au modèle de donner une trajectoire sur les 6 prochains mois qui sont intéressantes. Donc nous, on utilise ces prévisions saisonnières dans le modèle AQFR avec quand même entre-temps une petite correction de biais parce que bon, les estimations des précipitations par un modèle de climat ne sont pas toujours très respectueuses, on va dire, des bilans. Et donc, je vous montre ici les résultats qu'on a pu avoir depuis, on fait ces prévisions en mode pré-opérationnel depuis 2020. Et donc là, ce que je vous montre, c'est une comparaison donc pour quelques piézomètres des prévisions saisonnières donc, ici, avec les observations. Les observations sont en rouge ici, donc c'est un indice standardisé. Et vous avez pour chaque prévision l'état initial et puis la trajectoire. Donc, bon, vous voyez, ça ne colle pas toujours, mais en tout cas, parfois, les tendances sont plutôt bonnes. Ici, c'est les toutes dernières prévisions, et donc vous voyez qu'on n'avait pas vu les précipitations qui sont arrivées. Ici, c'est l'évaluation sur les 50 ans, les 60 ans du modèle pour ce piézomètre qui se situe au Nord-Pas-de-Calais. Donc dans le Pas-de-Calais, c'est issu d'un des modèles Marthe. Ici, c'est un autre modèle en Poitou-Charentes, donc toujours issu du modèle Marthe, donc avec un accord plus ou moins bon. Et puis ici, dans l'application marneoise, donc du côté de Reims. Donc on a finalement des évaluations qu'on a pu faire, et là je vais vous synthétiser les résultats qu'on a pu avoir depuis 2 ans sur ces prévisions saisonnières. Ici c'est un score de corrélation qui a été calculé sur chacune des prévisions à 6 mois, sur un ensemble de 455 piézomètres. Et ce que vous avez, donc, c'est une simple corrélation. Hein. Donc, en gros, on va dire que quand on est en dessous de 0, on est vraiment mauvais. Pour des prévisions saisonnières, voilà, c'est pas. Voilà. Quand on est. Déjà, quand on a une corrélation positive, déjà, on est. Bon. Mais bon, en dessous de 50, 0,5, on va dire qu'on est moyen. Et puis, finalement, on est bon au-dessus de 0,5, on va dire. Hein. Pour une prévision saisonnière, c'est quand même pas mal. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, en 2022, on a eu une très bonne prévision saisonnière. On a vraiment eu des prévisibilités assez bonnes. Et en particulier, dès le mois de janvier. Je vous dis ça parce que là, au moment, on a la prévision en janvier. Donc ça, c'est les scores en moyenne. Là, vous avez la carte des points pour la prévision d'août 2022. Les résultats, donc en rouge, c'est mauvais, et en bleu foncé, c'est bon. Il n'y a peut-être pas les 455 points ici. En fait, on a une des difficultés, c'est que voilà, chaque piézo, on a très peu de piézos pour lesquels on a une chronique très longue pour calculer l'indice standardisé. Donc, je pense qu'ici, il y a un petit peu moins de 450 points, mais c'est pas grave. Du coup, voilà,
voilà, il y a un potentiel quand même de ces prévisions saisonnières. Donc là, je vais me lancer à vous présenter les prévisions qu'on a à ce jour. Ici, on a l'état initial des prévisions pour janvier 2022. Non, janvier 2023, excusez-moi. Donc en fait, c'est un état qui est beaucoup plus sec, donc toujours que sur le nord de la France. C'est un état qui est beaucoup plus sec que janvier 2022. On a beaucoup de rouge ici, c'est en dessous de la décennale sèche ou en dessous du quinquennal sec. Les prévisions à 6 mois, ça donne ça. Donc vous voyez, on revoit du vert. C'est une médiane. C'est un ensemble de 51 membres. C'est une médiane, donc il y a beaucoup de dispersion évidemment. Mais vous voyez que finalement la situation, elle semble moins grave que ce qu'on aurait pu anticiper avec ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les prévisions saisonnières météo ont très peu de signal. Donc on attend, il commence à y avoir du signal en ce moment là. Donc les prochaines simulations seront se mettre. Et peut-être que le signal va énormément changer. Donc ça, c'est les prévisions pour juin 2023. Donc dans notre domaine nord de la France, c'est peut-être pas l'année la pire à venir. Et donc je vous montre ici quelques anticipations sur les 3 piézomètres dont j'ai parlé précédemment. Donc voilà, on voit que sur notre Pas-de-Calais, ça resterait quand même assez bas. Idem sur Saint-Gelais par exemple, et peut-être même sur Fresnes-les-Reims. Donc des niveaux qui seraient peut-être quand même pas très hauts à venir. Pour continuer, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que finalement, une prévision à 6 mois, comme vous le voyez là, juin 2022, ça n'a pas suffi. Juin 2023, ça ne suffirait pas. Par exemple, si on voulait éviter le pire, ça veut dire peut-être éviter les besoins, ça veut dire peut-être adapter déjà au hasard les semis en fonction de la ressource en eau à venir. Pour arriver à faire ça, ça ne suffit pas les prévisions saisonnières, il faut avoir une échéance plus longue. Donc on pourrait y arriver en utilisant les prévisions décennales. Donc vous avez ici un spécialiste, Didier Swingedorf, qui est dans la salle. Donc les prévisions décennales, en fait, on peut en faire grâce aux variabilités multidécennales atlantiques. Donc c'est un signal de température sur l'Atlantique qui contraint les débits, les précipitations et la température en France, notamment à l'automne, au printemps, excusez-moi, et qui a une variabilité qui est quand même assez longue et donc qui permettrait d'anticiper peut-être à 1 an ou 2 même le potentiel de prévisibilité. Donc à la fois par cette situation météo, mais aussi parce qu'il y a certains aquifères qui sont très inertiels et qu'on pourrait peut-être anticiper. Voilà, alors un petit dernier mot sur OneWater. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce projet PEPR, donc projet exploratoire prioritaire de recherche. Donc OneWater au bien commun, c'est un projet qui est coporté par le CNRS, le BRGM et l'INRAE. C'est un projet financé sur 10 ans avec plus de 50 millions d'euros, donc on peut se dire ouais super, mais bon c'est quand même 10 ans toute la France, voilà, c'est quand même pas tant que ça. Avec mon collègue Simon Munier, on est responsable d'un projet ciblé qui concerne l'anticipation. Et dans ce volet, donc, il y a d'abord, il y a la mise en réseau et le déploiement de sites lysimétriques pour essayer de mieux estimer la recharge et en particulier l'impact de la végétation aussi sur ces recharges. Tout ça, c'est lié. Il y a un deuxième volet qui est lié à l'amélioration des analyses passées, le volet météo et l'inclusion de l'anthropisation. On a parlé des prélèvements plusieurs fois ces derniers temps. Et puis, il y a un troisième volet qui est l'amélioration des plateformes de prévision prémices pour les débits d'étiage et aquifères pour les nappes, donc notamment l'extension et la compatibilité entre les deux. Et voilà. Et donc, je conclus en vous disant que voilà, on va sans doute vers des situations de plus en plus compliquées en termes de ressources en eau. On estime, certaines études estiment que les sécheresses, on est quasiment sûr qu'on va aller vers des sécheresses pluriannuelles en France. Et donc certaines études ont estimé la durée des sécheresses les plus longues à venir. Donc ils les estiment à 5 ans pour un monde à 2 degrés. On parle de l'Europe là. 5 ans pour un monde à 2 degrés, la sécheresse la plus longue. 7 ans pour un monde à 2,5 degrés. Et 9 ans pour un monde à 3 degrés. Donc, sécheresse pluriannuelle, vous imaginez ce que ça pourra être. Voilà. Donc on a vu que voilà, il était possible d'anticiper à plusieurs mois et qu'on on doit sans doute améliorer tout ça. Et donc dans OneWater, il y a les moyens d'améliorer, notamment d'étendre les modélisations. Donc si vous êtes porteur de projets de modélisation, contactez-nous. On va essayer de vous intégrer dans ce projet si vous le voulez bien. Et puis voilà. En tout cas, il faut continuer à avancer dans un monde incertain, ça c'est très important. Vous avez vu que les projections climatiques, elles sont utiles, mais
sans doute pas assez précise par rapport à ce que vous voudrez en faire, et qu'il faut bien intégrer notamment les variabilités temporelles et les incertitudes. Et puis donc en fait du coup quelle adaptation, voilà, c'est pas évident. Mais bien sûr, quand on parle d'adaptation, il ne faut pas oublier les aspects énergie, donc économe en énergie, favorable évidemment à la qualité de l'eau, hein, et puis bien sûr préservation de la biodiversité. Et voilà, sur ce, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Florence. Donc, comme prévu, j'appelle notre invité suivant, François Anctil. Tu as ta